et bienvenue dans Une histoire d'empathie, le podcast qui aborde l'autisme de manière décomplexée. Nous sommes un groupe d'étudiants qui s'intéressent aux questions d'inclusion et d'handicap. Bonjour, nous sommes en présence de Armand Manukian. Déjà, est-ce qu'on peut vous vouvoyer ou vous préférez être tutoyé ? On peut se tutoyer. Ok, parfait. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis Armand Manukian, je suis psychologue, docteur en psychologie et référent numérique au sein de l'association Jean-Baptiste Thierry à Maxéville. Est-ce que tu peux présenter l'association en quelques mots ? Oui, alors c'est une association qui date de plus de 124 ans cette année, qui accompagne des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, autisme et polyhandicap. Et toi, quel est ton rôle dans l'association ? Précédemment, j'étais psychologue dans plusieurs établissements et aujourd'hui, je mène et j'accompagne des projets en lien avec les innovations numériques, donc de la robotique jusqu'à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est l'autisme et en particulier le TSA, trouble du spectre autistique ? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental tel qu'on le retrouve dans les grandes classifications telles que le DSM. Donc, c'est un trouble qu'on définit plus particulièrement en effet par trouble du spectre autistique et qui se caractérise par des grandes familles de symptômes comme un trouble des interactions, des intérêts restreints, des particularités sensorielles et un trouble de la communication. Comme son nom l'indique, donc comme c'est un spectre, on dit qu'il y a autant d'autisme que d'autisme. Et donc on peut retrouver des personnes avec avec un autisme de forte intensité, comme des personnes avec un autisme de faible intensité, etc. Et combien de personnes sont concernées par le TSA ? On a une prévalence en France actuellement d'une naissance sur 100. Les derniers chiffres indiquaient à peu près 700 000 personnes en France, mais c'est des chiffres qui remontent il y a quelques années, donc on est probablement à beaucoup plus aujourd'hui. Et est-ce qu'on sait à quoi l'autisme est dû ? On a plusieurs hypothèses aujourd'hui grâce aux études scientifiques. Les dernières hypothèses, enfin en tout cas le dernier état des connaissances amène à une origine multifactorielle. Donc on a des causes génétiques et des causes développementales et des causes un peu hybrides. Donc on aurait a priori 40% de causes génétiques, 40% de causes développementales et 20% d'hybridation des deux. Et du coup, à quel moment, à quel âge on peut reconnaître l'autisme chez l'enfant et quels sont les signes les plus fréquents ? On a des signes, on va dire avant-coureurs, on peut déjà un peu en avoir pratiquement dès la naissance, mais on reconnaît beaucoup plus facilement l'autisme aux alentours de 18 à 24 mois, donc avec les principaux signes qui vont être absence du regard, absence de l'attention conjointe, une faible interaction sociale, et puis il va y avoir également des troubles du traitement de l'information sensorielle, des particularités sensorielles qui vont arriver. Donc c'est généralement à l'entrée, soit en crèche, soit en petite section de maternelle qu'on se rend compte qu'il y a des soucis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les intérêts spécifiques et les routines ? Alors les intérêts restreints, ce sont en fait des intérêts, comme son nom l'indique, en fait une particularité que les personnes avec autisme ont donc dans leur fonctionnement, de n'avoir en fait pour intérêt qu'un certain type d'objet ou alors un certain type d'action. Donc généralement on va retrouver un intérêt pour les voitures, un intérêt pour voilà, et en fait cet intérêt va être prédominant par rapport aux autres. Et donc pour un certain nombre de personnes qui ont un fonctionnement autistique, justement, on va se rendre compte qu'ils ont des difficultés à diversifier leurs intérêts. Et donc ils vont avoir uniquement 2-3 intérêts, 2-3 choses qui les intéressent et pas plus, quoi. D'où le terme de restreint. Et puis parfois ça peut être des objets, des intérêts portés sur plusieurs objets, mais avec des actions très, très restrictives, comme le fait de les faire tourner. Donc on va souvent retrouver des personnes ou des enfants autistes qui aiment beaucoup faire tourner les toupies, mais également les engrenages, les mécanismes, etc. En fait, le fonctionnement autistique, il se caractérise par une difficulté potentielle que les personnes ont à pouvoir à la fois comprendre leur environnement, mais également anticiper les événements qu'ils vont vivre. Pour pouvoir répondre à ça et pour pouvoir diminuer l'anxiété que cela peut générer, ils vont se créer des formes de ritualisation, des routines. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer qu'à une certaine heure de la journée, à un certain moment, ou dans un certain type d'interaction, il va se passer telle chose. Dans les cas les plus sévères, cela peut engendrer en fait une forme de ce qu'on va appeler une forme de rigidification des comportements. C'est-à-dire que dès qu'on va instaurer une répétition d'un événement, une répétition d'un échange, il se peut que les personnes autistes justement intègrent et mémorisent cette répétition comme étant intangible, justement.
une partie du travail qu'on mène avec eux, justement, c'est de leur apprendre l'imprévu. On sait que les personnes autistes ont du mal à comprendre, à différencier et à communiquer les émotions. Est-ce que c'est de l'insensibilité? À quoi ça correspond? C'est une question intéressante parce qu'en fait, c'est une question qui part du prisme des personnes non autistes. Et en fait, jusqu'à très récemment, enfin depuis quelques années, on mettait l'accent sur le fait que les personnes avec autisme avaient beaucoup de difficultés à exprimer les émotions comme les expriment les personnes dites neurotypiques. On mettait ça sous l'angle d'un déficit en fait d'empathie. Depuis quelques années, on se rend compte que finalement, ce n'est pas vraiment une difficulté qu'ils ont, mais plutôt une autre façon d'exprimer un certain nombre d'émotions par rapport à nous, ce qui en fait remet en cause parfois le côté très consensuel de la façon qu'on a d'exprimer nos émotions. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes autistes expriment leurs émotions, mais d'une autre façon. Donc, ils n'ont pas tant de difficulté de ça. Par contre, il se peut en effet que parfois, ils aient du mal à exprimer un certain nombre de ressentis internes. Et là, il faut les aider à pouvoir le faire. Mais la plupart du temps, on peut se rendre compte que finalement, c'est plutôt une difficulté réciproque à se comprendre. On avait entendu parler de la théorie des 12 cuillères. En quoi ça consiste et comment on peut le comprendre? Cette théorie-là, elle part du principe qu'on commence la journée avec 12 cuillères. Donc ces cuillères, c'est une image pour représenter le capital sensoriel en fait, qu'une personne autiste aurait, c'est-à-dire le capital sur lequel elle peut s'appuyer pour pouvoir supporter sensoriellement l'environnement physique et social dans lequel elle évolue. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque petit stress, à chaque petite tension et à chaque stimulation sensorielle un peu trop difficile pour elle, une cuillère ou 2 cuillères ou 3 cuillères vont être consommées. Et l'idée, c'est qu'au terme des 12 cuillères consommées, il puisse y ait malheureusement parfois une crise, un trouble du comportement, un comportement inadapté qui est généré en fait par une surcharge sensorielle vécue par la personne. Donc, cette théorie nous aide en fait à penser la façon dont les personnes avec autisme peuvent vivre la charge sensorielle que représente l'environnement. Et ça peut aussi nous aider à être plus vigilants à la façon dont on les accompagne et à la façon dont parfois on est un peu trop, justement, auprès d'elles, un peu trop stimulant d'un point de vue sensoriel. On parle d'hypersensibilité et d'hyposensibilité. À quoi ça correspond exactement? L'hypersensibilité correspond à une perception trop accrue des stimulations sensorielles qui proviennent de l'environnement ou même intérieures à la personne. L'information en fait est perçue de façon beaucoup trop forte et elle n'est pas suffisamment filtrée par le système sensoriel et nerveux de la personne. Et à l'inverse, l'hyposensibilité, ça va être justement une trop faible perception des stimulations sensorielles et une nécessité justement d'y remédier en se stimulant pour les personnes. Il me semble qu'à l'association JB Thierry, vous travaillez avec la méthode Denver. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode Denver? Donc, la méthode Denver, c'est une méthode développementale qui a été plutôt mise en œuvre pour les enfants en dessous de 6 ans. Donc, c'est une méthode qui se base sur l'évolution du développement de l'enfant. Elle se distingue de la méthode comportementale justement parce qu'elle part des compétences déjà de l'enfant. Elle propose en fait de définir des objectifs basés sur ce qu'on va appeler les zones proximales de développement. C'est-à-dire ce que l'enfant est capable de faire avec aide. Et donc les séances sont structurées aussi en fonction des intérêts des enfants et d'objectifs qui soient tournés vers leur autonomie et vers la vie quotidienne. Donc c'est une méthode qui est vraiment basée sur la trajectoire développementale des enfants. Tu as un exemple d'exercice ou de comment vous travaillez? Par exemple, une séance qui peut se dérouler, ça va être une séance où on va déjà commencer par un jeu ou en tout cas une activité de stimulation sensorielle avec l'enfant. Puis après, on va pouvoir faire une activité qui se base sur ses acquis. Donc ça va être par exemple faire un atelier de transvasement soit avec du riz, soit avec du café, quelque chose qu'il aime bien. Puis par la suite, on va pouvoir passer sur un travail et ce travail-là, ça va pouvoir être par exemple peut-être l'emboîtement de Lego ou alors le fait de compter des voitures qu'il aime bien. Ça va être en fait des activités pédagogiques en lien avec des intérêts de l'enfant. Toi, tu travailles avec des robots. En quoi les robots, ça peut aider les enfants dans l'apprentissage? C'est une vaste question, parce que le petit souci en fait avec cette question-là, c'est que y a beaucoup de robots et que chaque robot a ses spécificités et chaque robot a ses bénéfices et ses contraintes. La littérature, en fait, elle montre d'un point de vue général que les robots peuvent être bénéfiques pour les enfants avec autisme parce qu'ils ont un caractère prévisible, parce qu'on peut les programmer à l'avance, parce qu'ils vont exprimer des informations qui seront moins nombreuses que l'humain. L'idée, c'est que d'un point de vue général, les robots peuvent être utiles, mais comme je le disais, il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Donc en fait, il y a peu d'études qui spécifient les usages et les bénéfices suivant toutes les tranches d'âge et tous les profils d'autisme.
Nos expérimentations montrent que certains types de robots peuvent être bénéfiques pour certains profils d'autisme, notamment pour le travail de la motricité globale, pour l'imitation de mouvements moteurs, mais également pour améliorer l'interaction sociale. On continue à expérimenter les robots et on essaye de toujours plus spécifier leurs usages. Quelles sont les techniques d'adaptation pour vivre en milieu ordinaire pour les personnes atteintes de TSA ? On va mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent aux personnes autistes de pouvoir s'inclure en milieu ordinaire. Ça va être souvent des outils visuels. Donc on va proposer des supports type emploi du temps, on va proposer ce qu'on appelle des scénarios sociaux, on va proposer également différents types de graphiques pour leur permettre à la fois de se repérer dans le temps et dans l'espace, mais aussi de comprendre les différents implicites sociaux qu'ils ont justement qu'ils peuvent avoir du mal à comprendre. Le plus basique, ça va être les supports visuels. Et puis après, on va pouvoir avoir des structurations environnementales. On va pouvoir parfois aménager l'espace par fonction. On va pouvoir ranger les objets à certains endroits, clarifier les choses pour permettre aux personnes de se retrouver. Le plus souvent, ça va être des aides en fait, soit écrites, soit visuelles, pour leur permettre justement de se repérer ou d'être autonome dans la vie quotidienne. En France, quelles sont les structures ou les aides qui existent ? L'accompagnement en structure médico-sociale et structure de l'éducation nationale est découpé un petit peu par niveau en France et par profil et puis par intensité de troubles. On va avoir des structures type institut médico-éducatif qui peuvent accueillir des enfants, des adolescents et pas des adultes parce que les adultes vont en établissement pour adultes, mais qui peuvent avoir des troubles très sévères ou moyens. Suivant les tranches d'âge, on va avoir des établissements comme les unités d'enseignement maternel élémentaire. On va avoir de façon encore moins adaptée ce qu'on appelle les ULIS, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et puis on va avoir après des accompagnements ordinaires en classe, avec parfois un accompagnement parallèle qui peut être fait par ce qu'on appelle les CESAD, des services de soins éducatifs et à domicile. En France, c'est un peu un millefeuille de différents services, de différents établissements, suivant en fait le profil de la personne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du langage SACAD ? Le langage SACAD, c'est un langage qui a été développé par deux personnes au Canada, Brigitte Harrison et Élise Saint-Charles, il me semble. Et en fait, qui est un langage très visuel, très graphique, qui a pour but donc, de permettre aux personnes autistes d'accéder au sens soit d'une situation, soit d'un objet, soit d'une action. L'objectif, c'est de leur permettre de comprendre, de mieux comprendre une situation ou quelque chose, un événement dans un environnement, mais également de développer leur compréhension d'un concept. Est-ce qu'il existe des comorbidités ou des troubles associés au TSA ? Oui, il en existe un certain nombre. Les deux premières comorbidités les plus importantes, ça va être les troubles du sommeil. On estime, il me semble, entre 40 et 80% des personnes autistes qui ont des troubles du sommeil associés. On va également avoir des troubles spécifiques de l'alimentation, troubles du comportement alimentaire, pardon. On peut avoir également de l'épilepsie. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais la déficience intellectuelle peut être considérée comme une comorbidité associée à l'autisme. Il y a un certain nombre de comorbidités qui peuvent se retrouver en effet dans l'autisme, a fortiori lorsqu'on parle d'autisme syndromique, c'est-à-dire lorsque l'autisme est rattaché à un syndrome génétique qui a été identifié. On sait que l'autisme est plus souvent diagnostiqué chez les hommes que chez les femmes. Comment cela s'explique-t-il ? Oui, alors même s'il me semble que ça commence un petit peu, la courbe commence un petit peu à s'égaliser. Donc ça s'explique en fait par des conceptions qui sont des conceptions a priori davantage d'ordre culturel. Donc, les études, elles montrent encore aujourd'hui. En fait, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il y a un phénomène de ce qu'on appelle le camouflage, c'est-à-dire que les femmes avec autisme estompent ou cachent leurs symptômes de façon à s'intégrer plus facilement dans la société, jusqu'à un moment donné où ça devient plus compliqué, donc aux alentours de 20 à 25 ans, et c'est là où le diagnostic peut s'opérer. Et puis, il y a un phénomène aussi de conformisme social qui fait qu'en fait, les femmes qui présentent un autisme développent des comportements qui sont des comportements de nature autistique, mais qui sont plus acceptés que chez les garçons, parce que culturellement, on se représente davantage ces comportements comme des comportements féminins. Voilà. Donc, par exemple, quand on parlait d'intérêt restreint, une jeune fille qui collectionne les chevaux ou les images de chevaux, c'est moins mal vu qu'un garçon qui met les uns à la suite des autres des voitures. Voilà, ça explique, a priori, ça expliquerait d'après les études la raison pour laquelle on diagnostique moins, mais le fait que ce sujet soit mis à jour fait qu'on y est de plus en plus vigilant, je pense, et qu'on peut espérer que dans les années à venir, les diagnostics soient plus précoces. Étant donné que le genre, c'est une construction sociale, comment ces codes se répercutent sur les personnes autistes ?
Je pense que... Alors, j'ai assez peu de connaissances sur le sujet, mais je dirais qu'il y a un phénomène qu'on retrouve beaucoup, qui est un phénomène d'appropriation culturelle, c'est-à-dire que les personnes autistes sont des personnes à part entière, et donc du coup se développent aussi selon les contraintes culturelles et contraintes normatives, et donc s'approprient le genre, mais avec parfois peut-être un peu plus de difficultés. Et on a souvent des témoignages de personnes autistes, donc sans déficience intellectuelle, qui témoignent, arrivés à l'âge adulte, d'une difficulté à justement parfois à s'identifier à un genre masculin ou féminin, justement. Ce qu'on remarque aussi, c'est une corrélation, alors j'aurais pas les statistiques à vous donner, mais une corrélation entre l'autisme et la transidentité. En tout cas, on voit que c'est un sujet qui est assez prégnant dans l'autisme, la question de la confrontation des personnes avec le genre tel qu'il est culturellement admis, tel qu'il est culturellement parfois imposé. L'autisme, ça peut être un frein dans la société, mais pour certaines personnes, ça devient une force et ils en tirent des avantages. Quelles sont un peu les forces que certaines personnes arrivent à en tirer ? On remarque qu'il y a des témoignages notamment de personnes autistes qui ont été embauchées dans certaines entreprises, qui montrent que leur spécificité leur permet de résoudre des problèmes, leur permet d'être plus efficaces, leur permet de mieux rationaliser que d'autres. Justement, donc ça fait leur atout dans certaines entreprises. Alors, c'est plutôt des entreprises numériques, des entreprises d'innovation. Et d'ailleurs, alors pas en France, mais on l'entend beaucoup justement à l'étranger, notamment aux États-Unis. L'employabilité des personnes autistes se remarque donc dans le secteur de la tech, mais aussi dans le secteur, par exemple, de l'aérospatial, parce que ils peuvent être confrontés à des situations où ils vont être coupés des interactions sociales, mais moins mal le vivre. Et ce qui peut être, en fait, parfois c'est aussi une question de point de vue, c'est-à-dire que ce qui peut être vu comme une difficulté peut être vu comme une force. La capacité à pouvoir justement traiter des données de façon très minutieuse, la capacité à pouvoir être focalisé de façon très importante sur un sujet peut être une qualité et peut être un atout, notamment dans le monde de l'entreprise. Malheureusement, aujourd'hui en France, on a encore beaucoup trop de mal à reconnaître cela et on a du mal à employer des personnes avec autisme, donc c'est un véritable challenge et un défi pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que tu peux nous recommander une musique, un livre ou un film ? Je suis plutôt au film. Il y a un très bon film que j'ai bien aimé qui s'appelle Hors les murs, qui parle justement de la prise en charge d'adultes autistes sévères en France. Je suis pas très fan des films parce que je trouve qu'ils sont parfois un peu trop caricaturaux. On parle de Rain Man, Good Doctor, tout ça. Je pense que c'est pas une façon très réaliste de voir l'autisme. Et puis après, il y a beaucoup de livres, beaucoup de BD. Moi, c'est plutôt dans le secteur de l'enfance. Il y a La Petite Fille Invisible, qui est une petite BD que je trouve intéressante. Je sais qu'il existe beaucoup de BD et de livres pour expliquer l'autisme. Le mieux, c'est de lire les témoignages, parce que je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Le problème des films, c'est qu'ils sont souvent trop caricaturaux, donc je conseillerais les livres. Et voilà. bon, Eh ben merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.